qui sont ces femmes qui décident de se voiler intégralement? C'est ce qu'on découvre dans ce livre, Derrière le niqab, publié chez Armand Collin. Une enquête longue de 10 ans et qui permet de déconstruire les stéréotypes sur ces femmes, d'aller dans l'intime, dans leurs contradictions aussi. Et c'est vous qui en êtes l'autrice, Agnès Deféo. Merci à vous d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes donc sociologue, documentariste, et vous avez commencé ce travail, je crois, en 2008, un an avant la polémique en France, sur ce vêtement qui recouvre, je le rappelle, tout le corps, visage inclus, sauf les yeux. 2 ans aussi avant donc la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Pourquoi vous y êtes-vous intéressé ? Donc c'est un intérêt que j'avais depuis longtemps, depuis les années 2000, parce que je travaillais en Asie du Sud-Est et j'ai commencé à fréquenter en fait des groupes de réislamisation identitaire qui usaient du niqab justement pour se distinguer dans l'espace public. Donc ça m'a toujours intéressée. Et quand c'est arrivé en France, ça m'a aussi intéressée et la loi a fait voilà. Des femmes qui se distinguent, c'est clairement ça qu'on comprend. Parce clair. Que mettre le niqab, justement, ce n'est pas se dissimuler. C'est se montrer dans l'espace public. C'est ce que vous expliquez. Exactement. Donc, voilà, il faut vraiment à chaque fois vraiment se départir de ces idées reçues qui assimilent les femmes en niqab à des femmes qui seraient soumises à une injonction de disparaître de l'espace public. Au contraire, donc elles sont volontaires et elles veulent se montrer justement comme super religieuses et se distinguer des autres femmes musulmanes. Alors, qui sont ces femmes justement qui se niqabent ? Alors, en grande majorité, ce sont des Françaises, de nationalité française, parce qu'elles sont nées en France. Donc là aussi, c'est un cliché de croire que ce sont des étrangères qui voudraient importer une coutume étrangère. Non, c'est une coutume réinventée. Donc effectivement, voilà, ça a pu être à l'origine dans certains pays, mais ça n'est pas du tout dans leur famille. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la moitié, pratiquement, sont des convertis, et elles sont issues de la petite bourgeoisie française. Donc elles ont toutes été éduquées dans les écoles de la République. Voilà, et elles découvrent ce niqab pour se distinguer aussi, pour faire une rupture avec leur famille, parce que c'est souvent contre leur famille qu'elles agissent ainsi. Est-ce que c'est une espèce d'affirmation de son identité plutôt qu'un fait religieux, vous qui êtes sociologue justement ? Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il faut ne pas surdéterminer la fonction religieuse dans le port du niqab, parce que justement, c'est davantage une démarche identitaire et de rupture, non seulement avec la société, mais comme on disait, avec la famille. Et il faut à chaque fois analyser ce phénomène comme on peut analyser n'importe quel phénomène adolescent ou post-adolescent de distinction sociale, oui. Alors vous vous rappelez qu'à l'époque justement de la loi et de la polémique avant cela, ces femmes niqabées étaient très peu nombreuses sur le sol français, 300 à 2000, je crois qu'on parlait de ce chiffre-là, et que la loi va avoir donc un effet contre-productif dans le sens où plus de femmes vont donc commencer à porter ce voile intégral. Oui, en fait, la loi a eu un effet incitatif. Donc, c'était des femmes qui n'étaient pas du tout prédisposées. Elle l'exprime d'ailleurs très bien. Donc, les femmes qui ont commencé à porter le niqab après la loi, elle dit voilà, j'aurais jamais pensé porter le niqab un jour. Et c'est la surmédiatisation, c'est le fait qu'on en parle sans arrêt, le fait que ça soit interdit, qui a fait que je me suis intéressée. J'ai eu envie de le porter. C'était braver l'interdit un peu aussi. Exactement. C'était braver l'interdit, et elles ont voulu réaliser un challenge, un défi. C'était aussi défier la police, c'était défier les autres. Donc, vous voyez, c'est vraiment une démarche absolument pas musulmane au sens strict. Vous avez rencontré 200 femmes en plus de 10 ans d'enquête, justement. Ce qui ressort aussi, c'est souvent que ces femmes qui se disent donc très pieuses, qui affirment cela de façon visuelle, publique, elles ont des connaissances assez limitées de l'islam, en définitive. Et puis aussi, il y a une sexualité qui est très assumée aussi, clairement. On est très loin, vous le disiez tout à l'heure, des stéréotypes qu'on pourrait avoir sur ces femmes. Alors voilà, donc moi j'ai voulu vraiment faire un portrait réel de ce qu'elles sont. Donc c'est pour ça que je les ai fréquentées dans l'intimité. Elles m'ont raconté leur vie privée. J'ai voulu le rendre compte dans ce livre. Et effectivement, on est vraiment très très loin des idées reçues qui font d'elles des femmes soumises à un ordre. Elles se disent féministes parfois aussi. Oui, et elles sont vraiment pour le mouvement MeToo. Et d'ailleurs, c'est vraiment très intéressant de voir que la majorité sont des femmes célibataires. Elles n'arrivent pas à tenir les hommes, en fait. Donc beaucoup d'hommes ont divorcé quand ces femmes ont décidé de porter le niqab. C'est exactement le contraire, en fait. Alors, on en a parlé, il y a donc eu un effet contre-productif de la loi française, et pourtant, aujourd'hui encore, il y a des initiatives. C'est le cas en Suisse. Le 7 mars aura lieu une votation visant à interdire la dissimulation du visage dans l'espace public, à un moment où il y a aussi la pandémie, et on porte tous des masques d'ailleurs. Un problème marginal, selon le Conseil fédéral, qui rejette cette initiative
populaire. Vous en pensez quoi? Comment ça se fait qu'en Suisse, encore aujourd'hui, ça vient de la droite dure, hein, clairement? Bien sûr, mais c'est encore une façon de créer une cohésion sociale et de trouver un bouc émissaire idéal pour trouver un combat comme une croisade, hein, où les gens vont s'échauffer, se révolter contre un phénomène qu'ils ne connaissent pas. Je suis persuadée, apparemment les femmes qui portent le niqab sont estimées à 30 en Suisse, donc je suis 20 à sûre 30, c'est ça. 20 à 30, donc je suis sûre qu'aucun Suisse... Et ce serait mauvais pour le tourisme en plus, avec ces femmes qui viennent du Moyen-Orient. Oui. En plus, elles viennent du Moyen-Orient. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, on voit là un besoin des partis politiques d'avoir des initiatives populaires, donc les populistes, et de pouvoir comme ça créer un embrasement de l'opinion publique scandalisée. Dernière question et réponse assez rapide, s'il vous plaît. C'est la question la plus difficile, je dirais. Qu'est-ce qui choque tellement? Qu'est-ce qui est si insupportable en Occident par rapport à ces femmes qui portent le voile? Pourquoi c'est aussi décrié? Alors oui, c'est vrai que c'est une question difficile et il me faudrait beaucoup de temps, mais en tout cas, bon, les gens ne supportent pas le niqab, mais ils ne supportent pas non plus le voile, le djilbab. Enfin, vous voyez, donc c'est quelque chose qui va progressivement. Et souvent, en fait, plus l'opinion publique s'insurge contre ces types de voiles, plus ils sont plébiscités par des femmes musulmanes qui vont avoir besoin de ce. Et je pense que voilà, elles sont très libertaires finalement. Et c'est ça qui insupporte l'opinion publique, parce que finalement, regardez, ceux qui se masquent le visage sont les super-héros, les ninjas, donc ce sont des gens de pouvoir. Et donc c'est le fait de voir des femmes musulmanes qu'on croirait inférieures, qui ont le pouvoir de vous voir sans être vues. Donc je pense que c'est ça qui insupporte la population française et suisse maintenant. Merci Agnès Defeo pour votre livre Derrière le niqab, publié chez Armand Collin. Merci à vous. En bref.